lui, j'ai pensé à ce livre et à Samir Kassir en me disant, je pense qu'il aurait aimé voir ce qui s'est passé, puisque comme on le sait, il a été assassiné. Il s'est inscrit, il a été quelque part visionnaire en disant que les peuples arabes avaient la capacité d'essayer de prendre leur sort en main. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais en tout cas, ils peuvent sortir du vide politique dans lequel on les a confinés pendant des années. Je crois qu'il y a plusieurs, bien entendu, il y a toujours plusieurs raisons qui font que les Arabes, en tout cas que les Tunisiens, les Égyptiens, mais aussi les Bahrainis, les Yéménites, les Syriens, les Marocains aussi, à un degré moindre les Algériens, mais ça on y reviendra peut-être, se sont soulevés, mais il y en a un qui est commun, je pense à tous les pays concernés, c'est le fait de l'existence d'un sentiment d'humiliation partagé, d'une dignité offensée, et que c'est la révolte contre ce sentiment d'humiliation, contre cette humiliation infligée au peuple par leurs dirigeants. C'est-à-dire qu'un arabe, ou le ressortissant d'un pays dit arabe, a vécu et parfois vit encore dans une situation d'humiliation. C'est vraiment quelque chose sur laquelle j'ai souhaité m'attarder parce que c'est toujours facile de réduire ça à des émeutes de la faim, de dire les gens c'est du chômage, c'est un particularisme linguistique, c'est les tribus de Benrazi qui se soulèvent contre... Mais en réalité, la colonne vertébrale de tout ça, le ressenti général, c'est ces systèmes au pouvoir qui ont fini par voir dans leur peuple une espèce de masse informe. Pour moi, le printemps arabe, c'est déjà d'abord l'exigence de dignité, de karama. Et ça, c'était fondamental. On l'a bien vu dans les manifestations en Tunisie, on l'a bien vu dans les manifestations en Égypte, et on le voit encore aujourd'hui dans ce qui se passe en Syrie, parce que c'est malheureusement le parent pauvre de cette actualité, de ce souffle de bouleversement majeur, parce que les Syriens sont un peu abandonnés à leur sort. Donc, la revendication de dignité, elle est pour moi fondamentale, conséquence de l'humiliation. Ensuite, il y a bien entendu plusieurs autres causes qui méritaient d'être analysées, en tout cas replacées en perspective, parce que dans le livre, j'ai essayé à chaque fois de sortir de l'actualité immédiate pour offrir des éléments de réflexion, ne pas être otage de l'actualité chaude et de réfléchir. Alors parmi tous ces, il y a plusieurs autres facteurs. Il y a plusieurs raisons autres que celle de la revendication de la dignité et la réaction contre l'humiliation. Alors je les cite dans le désordre. Je pense que, par exemple, l'avidité des familles régnantes au pouvoir, la corruption généralisée, a contribué à ce qu'à un moment donné, on dise trop, c'est trop. Ça a été le cas en Tunisie et en Égypte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pouvoirs et les familles en place ne se sont même pas rendus compte qu'elles se mettaient en danger de par leur propre rapacité. On peut citer l'effet Wikileaks, qui a quand même aussi été déterminant. C'est pas un hasard, à mon avis. Je dis pas que l'effet Wikileaks pour déclencher les révolutions arabes, hein, ça, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Mais je me dis que ça a constitué, ça a aggravé la colère des peuples à l'égard de leurs dirigeants. C'est bon, c'est une chose de connaître leurs défauts. C'en est une autre de voir que ces défauts sont connus par le monde entier et par la communauté internationale. Donc le Wikileaks a beaucoup joué. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que dans chacun de ces pays, il y a eu des actions menées depuis très longtemps par une minorité de gens qui n'ont jamais accepté la dictature,
la privation de liberté, etc. Les activistes en Tunisie, les syndicalistes en Égypte, les militants des droits de la personne humaine. Et donc ces gens-là ont préparé le terrain, quelque part. Ils ont montré que d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas qu'une seule voie. Je pense aussi à Al Jazeera, qu'on soit ou non partisan de cette chaîne, notamment avec ce qui s'est passé depuis, je pense à l'affaire libyenne, mais en tous les cas, ces 10 dernières années, malgré son inclinaison manifeste vers des courants politiques qu'on dira conservateurs ou islamistes, Al Jazeera a réussi tout de même à diffuser la voix de plusieurs voix dans le monde arabe, et elle a montré finalement que le débat était possible et que les oppositions qu'on avait tendance à diaboliser parce qu'elles étaient réfugiées à l'étranger, exilées, avaient des propositions constructives, qu'elles existaient et que ce n'étaient pas les diables qu'on essayait d'épingler, que les régimes essayaient d'épingler. Et je crois que ça, ce n'est pas, ça restera comme un des apports de cette télévision qui a finalement montré que le débat démocratique, en tout cas que la prise de parole était possible. Et leur rôle, le rôle de Al Jazeera pour ce qui est de la Tunisie et de l'Égypte, n'a pas été anodin, notamment en ce qui concerne l'Égypte, parce que je me souviens que à un moment où nombreuses chaînes à capitaux saoudiens, par exemple, essayaient de minimiser ce qui se passait place Tahrir, à un moment où les télés occidentales qui n'avaient personne sur place et qui donc se basaient plus ou moins sur ce que disaient ces chaînes étaient entraînées dans cette version altérée des faits, Al Jazeera a réussi à montrer que finalement le Tahrir c'était une affaire sérieuse et que il y avait quelque chose d'important qui se passait en Égypte. Donc le rôle de Al Jazeera ne doit pas, et des chaînes en général, mais en tout cas celle-ci en particulier, ne doit pas être nié. Je dirais aussi que la question même si c'est un discours qui est difficilement acceptable par certains, les oppositions islamistes, dans le fait qu'elles ont été souvent les seules, ou en tout cas les principales à dénoncer les errements, les abus, la corruption des pouvoirs en place, ont contribué d'une manière ou d'une autre à préparer ce printemps arabe. Si je prends le cas tunisien, à un moment où toutes les oppositions ont été muselées, ce sont à la fois des militants d'extrême gauche, mais aussi des militants islamistes qui se sont toujours arrangés pour faire connaître les agissements au sens délictueux du clan Ben Ali Trabelsi, des clans Ben Ali Trabelsi. Et ça aussi, ça a eu son importance. Donc il y a une partie effectivement donc, du livre qui est aux raisons structurelles du printemps arabe. Il y a le rôle de l'Internet. Alors celui-là, je pense qu'il faut pas l'oublier, mais il faut aussi le relativiser. Parce que, alors effectivement, ça a permis de faire circuler l'information, ça a permis de mobiliser les gens. Si je prends le cas de Bouazizi, de Feu Bouazizi, son geste, son suicide, son immolation par le feu, elle a été connue dans les heures qui ont suivi parce que quelqu'un de son village, de sa ville, a mis en ligne les restes de sa charrette calcinée. Et c'est vrai que ça a eu une capacité de mobilisation. Ceci étant dit, les vrais acteurs aussi du changement, c'est les gens qui sont allés dans la rue et qui ont manifesté. Si je prends le cas de la Tunisie ou de l'Égypte, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts. Il ne faut pas oublier que ça s'est réglé sur le terrain et pas uniquement sur Facebook et Twitter. Donc voilà, ce qui m'a gêné à un moment donné, c'est qu'on avait l'impression
c'était qu'il s'agissait de révolution uniquement numérique et que ça ne s'était pas traduit par des actions tout de même d'une extrême violence et des chocs importants sur le terrain. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement délicat qui est même devenu aujourd'hui passionnel. Alors, il y a plusieurs points. Concernant la Libye, il faut faire un constat de départ, c'est que malheureusement, les rebelles, en tout cas les gens qui se sont révoltés contre Kadhafi, n'ont pas été capables de s'imposer seuls. Dans le cas de figure qui a suivi, moi j'étais pour l'intervention de l'OTAN, non pas pour faire chuter le régime ou pour mettre la Libye sous tutelle. Moi j'étais pour l'intervention de l'OTAN pour la protection des populations de Benghazi. Parce que je pense que Kadhafi ayant repris l'initiative, cette histoire se serait terminée dans le sang et dans les massacres. C'est pas quelqu'un qui a brillé par le passé par, je dirais, un humanisme ou un respect des valeurs et des démocratiques et des droits de la personne humaine. C'était ça qui était en jeu. Et ma position et mon analyse n'a pas changé, c'est-à-dire que j'estime que c'est encore une fois la conséquence de la dictature. C'est-à-dire que un dictateur, quel qu'il soit, est finalement le plus grand danger pour la souveraineté de son pays. Parce que par son comportement, tôt ou tard, il devient l'excuse, la facilité pour que les interventions extérieures. Et on l'a vu avec Saddam Hussein. D'où mon raisonnement, c'est de dire que finalement, le vrai obstacle contre l'interventionnisme étranger, contre l'ingérence étrangère, c'est la cohésion entre un peuple et ses dirigeants. C'est la cohésion entre ceux qui dirigent et ceux qui votent pour désigner ceux qui vont les diriger. Si ce lien n'existe pas, si ceux qui ont le pouvoir estiment qu'ils n'ont aucun devoir à l'égard de leur peuple, ça se terminera tôt ou tard par une intervention, une ingérence de l'étranger. Voilà. Alors, dans le cas libyen, est-ce que c'est une contre-révolution ? Je ne le pense pas, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine pour les puissances occidentales, notamment pour la France, de redorer son blason par rapport aux deux premières révolutions vis-à-vis desquelles elles ont joué un rôle totalement négatif. On se souvient de ce qui s'est passé en Tunisie avec la France. Donc je ne crois pas que ce soit une contre-révolution, je pense simplement que c'est un effet d'aubaine, que ça va définir, que ça va déboucher. Sur quoi ça va déboucher, je ne le sais pas. Je dis que c'est l'un des prix que la Libye va payer de ces 40 années de dictature passées avec Kadhafi. Je ne suis pas dupe, je ne suis pas un occidentaliste forcené. Il est évident qu'il y a des calculs économiques derrière ça. Il est évident qu'on a des visées néocoloniales qui ne sont pas absentes. Maintenant, c'est aux Libyens, ceux qui ont le pouvoir, en tout cas ceux qui ont réussi à prendre l'ascendant, de faire face à ça et d'exiger que ceux qui les ont aidés s'en aillent le plus vite possible. D'accord. Le malheur des peuples arabes, d'un peuple comme le peuple libyen, c'est que malheureusement, il n'a pas su trouver les solutions de sa transition politique sans l'aide de l'extérieur. Et c'est ce qui me fait dire, quand je pense au cas algérien, c'est de dire dépêchons-nous de nous engager dans une transition politique
négocier en interne et en cohésion en interne, avant que tôt ou tard, parce que ça va finir par arriver, on en profite de l'extérieur pour mettre son nez dans les affaires des Algériens.